Bonsoir à tout le monde. Donc, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Donc, monsieur le directeur général des services, vous procédez à la tête. Jean-Michel Solé. Présent. Céline Pastor. Présent. Guy Guinot. Présent. Clémentine R. Présent. Jean-Michel Gastou. Présent. Anne-Claire Pêche. Olivier Capel. Présent. Nicole Cara. Présent. Olivier Lacaze. Présent. Sandrine Poussane donne procuration à Jean-Michel Solé. Guillaume Blavette donne procuration à Guy Guinot. Josette Monté. Présent. Gérard Petit. Présent. Isabelle Assensi. Présent. Eddie Vergel. Louise Serralongue donne procuration à Jean-Louis Fleurisseau. Denis Pi. Présent. Marie-Josée Graza donne procuration à Anne-Claire Pêche. Jean-Luc Fleurisseau. Présent. Evelyne Canovas. Présent. Cédric Castellard donne procuration à Clémentine R. Roger Roule. Présent. Emmanuel Fradé. Présent. Myriam Nogues. Présent. Jean-Charles Colomine. Procuration. À vous. À moi. Tu feras la procuration, s'il te plaît. Elisabeth Leza. Présent. Et Marc Marty. Donc, je propose comme secrétaire de séance Clémentine R. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y opposent, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour nous appelle à voter pour le procès-verbal de la séance du conseil municipal du mercredi 18 mai. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Oui, vous écoutez. Oui, à la page 5. Donne le micro. À la page 5. Fonctionne, oui. À la page 5, noté, Roger Louis souligne la préservation stricte de la terre agricole et demande que soit prévu un plan d'aménagement environnemental naturel. Non. J'ai demandé s'il était prévu. Ce n'est pas la même chose. Connaissant les contraintes trentenaires d'un tel plan, je n'ai pas demandé qu'il y ait un plan d'aménagement environnemental naturel. J'ai demandé s'il était prévu. Donc ces deux mots changent complètement la portée de cette formulation. Et dans la même phrase, j'avais demandé aussi et des emplacements inscrits. Ça ne figure pas. Alors je fais la suggestion suivante. À ce paragraphe, remplacer simplement que soit prévu, dire s'il est prévu, parce que c'était une question que j'ai posée. Et ensuite compléter par s'il était prévu des emplacements réservés comme il y en a dans tous les plus. Voilà, si c'était accordé, ce serait bien. Et 3 paragraphes plus bas, par conséquent, il craint que la proposition de Roger Roux, c'était pas une proposition, c'était une question. Si on remplaçait le mot proposition par question, ça reflèterait la réalité du déroulement des débats l'autre fois. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. D'autres personnes veulent intervenir? D'accord. Compte tenu de ces modifications qui seront prises en compte, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Donc, le point 2 de l'ordre du jour, appel à l'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée et demandée, et demande de subvention, annexe numéro 1. Monsieur Poursourier va commencer, Monsieur Gascou poursuivant. Donc les gestionnaires des ERP ont obligation pour mettre leur établissement en conformité avec les obligations d'accessibilité de s'engager par la signature d'un ADA, un agenda d'accessibilité programmée. Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à tout exploitant de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de ses établissements. L'ADA correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. La commune propose de s'y engager selon une programmation qui est annexée à la note de synthèse et le document comporte le phasage annuel des travaux projetés établi par le service technique. L'agenda sera déposé en préfecture. Monsieur le maire demande au conseil d'autoriser celui-ci à solliciter une aide financière aussi élevée que possible auprès de l'État et du conseil départemental et d'approuver la date. Très bien. Je donne le micro à M. Gascon. Oui, donc ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire le directeur, c'est que l'agenda d'accessibilité programmée fait suite à la loi sur l'accessibilité qui date du mois de février 2005. Ça veut dire qu'il y a 11 ans que cette loi est passée et que les
effectivement intégrer et dans les établissements recevant du public et dans les aménagements de la voirie tout ce qui est nécessaire à l'accessibilité pour tout type de handicap. Donc le handicap moteur, on a tendance à mieux connaître que les autres, c'est les personnes qui se déplacent en fauteuil ou avec des cannes, mais également les personnes âgées et les personnes qui ont des poussettes. C'est une sorte de handicap. Ensuite, vous avez tout ce qui est les handicaps visuels, les malvoyants ou les aveugles, les malentendants ou les sourds, et les handicapés mentaux. Donc tout ça n'a pas été pris en compte, et si on continue ce que n'ont pas fait les précédentes municipalités, on risque d'avoir des pénalités. Maintenant, la loi a passé à un stade supérieur, c'est-à-dire que si vous ne faites pas la mise en place de l'accessibilité dans vos établissements communaux et au niveau de la voirie, vous aurez des pénalités qui vont aller crescendo, et on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc vous avez en annexe l'agenda d'accessibilité programmée qui touche uniquement les établissements recevant du public communaux. Donc je ne vais pas le détailler, mais le coût total, comme vous pouvez le voir, s'exprime en centaines de milliers d'euros, mais il faut compter à peu près 176 000 euros pour la mise aux normes de tous les établissements recevant du public de la commune, étant bien entendu qu'il y aura des demandes de dérogation, comme font actuellement tous les commerçants. Les commerçants sont soumis à la même loi, ils ont des hôtels, ils ont des restaurants, ils doivent faire en sorte que les personnes en fauteuil puissent venir prendre ses repas, mais également aller aux toilettes en toute commodité, comme nous pourrions le faire, ou comme nous demanderions pouvoir le faire si nous nous trouvions dans une telle situation. Donc ça, il ne faut pas dire que l'accessibilité, ça dérange. L'accessibilité, il faut le faire. On a aménagé des plages avec des caillebotis, on a aménagé des rampes pour que les personnes âgées sortent de l'eau avec beaucoup de facilité. Ce sont des petites adaptations, mais c'est énorme pour ces personnes-là. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est sur ses jambes, qu'on y voit bien, qu'on entend bien, et qu'on a un cerveau qui fonctionne à peu près correctement, comme le mien. J'ai bien dit à peu près correctement. Donc vous verrez qu'en 2016, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, on s'engage sur une somme de 20 000 euros que je ne vais pas détailler. 2017, il y a un programme. 2018 également. 2019. Et nous irons jusqu'à la fin du mandat pour essayer de mettre aux normes nos établissements. Voilà. En ce qui concerne l'aménagement de la voirie et des équipements, ça c'est tout ce qui sont les rues et les déplacements dans la commune. Bien sûr, il y aura des dérogations quand on voit un quartier comme le Cabloun, on aura du mal à imaginer qu'il soit accessible, malgré tous les efforts qu'on va faire, à des gens à mobilité réduite. Voilà. Mais dans beaucoup de secteurs de la ville, on va déterminer un périmètre, je crois que M. le directeur nous en dira un petit peu plus, il faut qu'on détermine un périmètre logique, légitime, crédible, dans lequel on fera tous les aménagements possibles. Des bancs chronotactiques pour les personnes malvoyantes, des systèmes de guidage au sol pour les amener dans les établissements ou être sûr qu'en prenant un passage piéton, elles n'auront pas de risque ou de risque supérieur à ce que leur handicap déjà propose. Voilà, donc c'est un petit peu la main que je passe à ce dont on va parler dans un instant, c'est-à-dire l'aménagement du front de mer. L'aménagement du front de mer nécessite obligatoirement la mise aux normes pour l'accessibilité. Après, il y a d'autres projets qui sont peut-être plus importants, mais le minimum doit être fait parce que notre front de mer n'est pas accessible aux personnes handicapées. Voilà. Je suis disposé à répondre à vos questions qui pourraient se poser. Est-ce qu'il y a une intervention ? Je ne suis pas du tout spécialiste dans la matière, donc voilà. À la lecture de l'agenda détaillé, je me suis posé une question sur le groupe scolaire. Donc on va remplacer la porte en 2019, de manière à pouvoir accueillir, je suppose, des enfants handicapés. Donc la porte est remplacée en 2019, alors que
tout le reste est fait avant. Donc je me demande à quoi ça sert d'attendre, à moins que ça soit une question de coût, ce que je peux comprendre. Mais je trouve un peu dommage de faire un toilette handicapée et des bandes d'éveil podotactiles au niveau des escaliers, alors que les gamins ne peuvent même pas rentrer parce que la porte ne sera pas aux normes. En ce qui concerne le diagnostic, après, si M. Gascou veut en rajouter, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne le diagnostic, il a été fait donc, par Jean-Michel Gascou, bien entendu, parce que il a toute sa vie soigné des personnes qui étaient en difficulté. Il y a Guy Dino qui s'est joint, il y a le service technique qui s'est joint, et surtout, on a travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle Diatec, donc qui est venu nous conseiller et élaborer avec nous cet agenda. Pourquoi? Parce que, compte tenu du retard qui est pris, 175 000 euros d'investissement, chez nous, mais dans d'autres communes aussi, hein, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, fait qu'à un moment, les investissements sont lourds. Et donc, il faut accompagner les communes et il faut qu'on arrive à faire un calendrier pour que les choses soient acceptables financièrement et qu'on puisse néanmoins réaliser ces travaux. Donc, le cabinet qui nous a accompagnés, eh bien, avec ces messieurs, avec les services techniques, ont diagnostiqué des priorités et des ordres et on a fait des choix en fonction de leurs conseils. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste non plus, mais je suppose que si ces choix ont été ordonnancés comme ceci, c'est en fonction des critères que je viens d'indiquer. C'est-à-dire qu'à un moment, il aura paru peut-être pour l'école, le chef d'école. C'est une portion informatique, mais actuellement, les enfants on peut passer. Ah d'accord. On peut passer. Mais c'est encore mieux. D'accord. Je vous rassure sur les handicaps qui pourraient éventuellement se retrouver au niveau de l'école. Ce sont le plus souvent des handicaps provisoires. Un enfant qui au ski s'est cassé la jambe et pendant 2 mois sera en fauteuil roulant. Après, il est évident qu'à une époque, l'école de Pagnouz recevait des enfants des classes Du centre Illomarin. Bon, ça ne se fait plus. Là, c'est des enfants qui avaient vraiment un handicap au long cours. Actuellement, le handicap qui est estimé, ce sera un handicap provisoire. Mais rien n'empêche qu'on ait effectivement un enfant plus handicapé. À ce jour, déjà, un fauteuil peut pénétrer. Ce sera pour améliorer encore plus cette possibilité d'accès. Madame Pêche. Oui, juste pour ajouter que l'année prochaine, il y a l'accueil d'une personne, d'un enfant, avec un accompagnement très, très précis. Et en fait, la directrice de l'école élémentaire a réaménagé ses classes. Et donc, cet enfant sera accueilli dans une classe du bas, alors que, étant donné son niveau, elle devrait être accueillie avec des classes. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment une adaptation des personnels à chaque situation. Vous auriez pu me poser la question également des enfants qui doivent accéder à l'étage. Ça, c'est important. Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et qu'un ascenseur coûte cher. Et donc, si le prix relativement raisonnable est allé sur 4 ans, c'est qu'il ne comprend pas d'infrastructures trop lourdes. Donc, comme vient de le dire Mme Pêche, on pourra aménager des cours pour les enfants qui devraient aller au 2e étage, et on ne fera pas cet investissement, du moins dans l'immédiat. Voilà, compte tenu de peu de fréquences par rapport au montant. Il faut être un petit peu logique. Donc si vraiment les autorités préfectorales ou DDTM nous demandaient des précisions là-dessus, on leur expliquerait, on argumenterait, et ça pourrait faire l'objet d'une dérogation qui serait certainement acceptée. D'autres interventions? D'accord. Donc je vous remercie et je rappelle que c'est une demande de subvention et l'adoption de l'agenda. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y opposent, qui sont contre? Je vous remercie. Point 3, c'est communauté des communes Albert Côte-Vermeil et Ivéris, expérimentation d'extension de l'éclairage public, annexe 2, donc vous l'avez en annexe ici. C'est je vais donc d'abord passer la parole à M. Coutulier, après je ferai le compte. Donc, la commune a lancé avec le concours de l'intercommunalité une étude sur l'éclairage public. Il en ressort que la ville consomme 210 kWh par habitant par an, alors que la moyenne nationale pour les communes équivalentes du sud de la France est de 120.
La question devient de l'éclairage public un enjeu majeur pour les collectivités à la fois énergétiques, économiques et écologiques. Le concept d'éclairer juste semble apporter une définition consensuelle et confirme l'intérêt collectif qui doit guider notre action en la matière. Les travaux d'amélioration énergétique de l'éclairage public, les périodes de fonctionnement peuvent être optimisés. Le projet d'extension de l'éclairage public, une réflexion a donc été engagée sur l'opportunité d'éteindre l'éclairage public toute ou partie de la nuit, à l'instar de nombreuses communes en France. Techniquement facile à mettre en place, le dispositif permettra de réaliser des économies sur la facture d'électricité ainsi qu'une réduction des frais de maintenance liés à l'usure du matériel. Outre l'enjeu économique, le projet répond par ailleurs aux recommandations du Grenelle de l'environnement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'extension de l'éclairage nocturne sera expérimentée sur une période de 8 mois. Dans certains secteurs, un arrêté municipal détaillera les heures, les secteurs et les modalités de coupure de l'éclairage public. La population sera informée par le biais du journal municipal, sur le site de la commune ou encore par panneau d'affichage, associé tout au long de la période de test pour la mise à disposition d'un registre de consultation à mairie aux heures et jours d'ouverture pour recueil des remarques. Un retour sur l'expérience se fera auprès des riverains et des ajustements pourront être envisagés tout au long de l'expérience. Donc le Conseil tirera le bilan de cette expérimentation et décidera in fine de pérenniser, d'étendre ou non le dispositif. Donc, comme dit précédemment, l'éclairage public reste un enjeu majeur. C'est 210 kWh par habitant, alors que la moyenne est à 120, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait au double, mais on n'est pas loin. Ça veut dire que, de mémoire, la commune inscrit au budget 280 000 € à peu près en éclairage public. Donc si on pouvait économiser, si on pouvait revenir dans la norme, ce serait plus de 100 000 € qu'on pourrait utiliser sur d'autres points. Ça c'est le premier point. Il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi l'environnement, il y a aussi la préservation de la planète, il y a aussi quelque part un petit peu de lutte anti-gaspi, parce qu'on a un éclairage public qui était certainement à la mode dans les 10 dernières ou 15 dernières années, mais maintenant on a un éclairage public qui n'est pas adapté, comme dans beaucoup de communes. Je ne suis pas en train de dire que c'est moins bien ici qu'ailleurs. Et ça a été la grande mode des boules. On a éclairé beaucoup le ciel et peu là où les gens mettaient les pieds. On a un éclairage public qui est très, très gourmand en énergie, avec des installations et des appareils qui sont obsolètes, et certaines ne se refont plus. Donc, l'idée, c'est qu'on a travaillé avec la communauté des communes, puisque les compétences sont partagées et ils ont une compétence sur l'éclairage public, de l'entretien de l'éclairage public. Une carte a été faite de Banyuls avec les luxes dépensés quartier par quartier, rue par rue, presque poteau par poteau. En tout cas, tout a été archivé. Et on a fait un travail, on a réuni une commission à ce sujet-là. Je crois que c'est la commission de l'urbanisme qui a travaillé là-dessus, où l'ensemble du conseil municipal était représenté. Et nous sommes arrivés donc à un plan d'éclairage public qui est cohérent, qui s'étalera aussi comme le plan par rapport à ce que nous devons faire pour nos amis handicapés sur plusieurs années, parce que quand on parle de gestion d'éclairage public, il ne suffit pas de changer l'ampoule pour la passer par un mètre. Il y a les appareils qui ne sont pas adaptables, il y a des changements d'appareils qu'il faut faire, dont l'investissement est conséquent et existe. Donc, un plan d'évaluation là-dessus et un plan de modernisation. Ce qui veut dire qu'on a déjà commencé. Chaque fois qu'on a fait des rues, je prendrai un exemple, la rue des Orangers, nous avons mis un éclairage OLED qui représente 5% ou 10% de la consommation qu'il y avait avant dans cette même rue pour un rendu bien meilleur. Et presque les habitants nous disent des fois qu'il y a trop de lumière. Donc on a encore aussi beaucoup à gagner, mais en consommation on est bien. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent, notamment des lampes LED qui toutes seules baissent leur intensité. Il y a tout un tas d'adaptations qu'on doit faire, qu'il est nécessaire de faire pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Donc c'est un vaste plan qui va s'étaler sur 4-5 ans et que nous mettrons en place en collaboration avec la communauté des communes. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle, je voudrais quand même que les gens qui vont nous écouter, pour ceux qui vont visionner le film du conseil municipal, ils n'imaginent pas qu'on va couper la lumière dans Banyuls. Parce que là, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont couper la lumière dans Banyuls, etc. Donc, il y a soit des baisses d'intensité,
soit des coupures à certaines heures dans certains quartiers. Je prendrai un exemple, deux exemples, puisqu'ils ont été choisis par la Commission comme un peu test. Est-il nécessaire, à partir de la gendarmerie, jusque pratiquement au Jardin Bleu et voire un peu plus loin, d'éclairer tout ce début de route des Masses, toute l'année, tous les jours et toute la nuit, avec des lampes qui sont relativement gourmandes en énergie. Parce qu'on n'aurait pas intérêt à baisser l'intensité et peut-être en allumer une sur deux. Ou peut-être baisser l'intensité à certaines heures ou les éteindre à certaines heures, etc. Ça, c'est une réflexion. Et au lieu de procéder sur une manière brutale, nous allons procéder sur des essais. Et pour pouvoir mettre en place ces essais, il fallait que nous ayons cette discussion dans le conseil municipal. Je prends un autre exemple de mémoire, mais ne le prenez pas pour Jean Coltan, parce qu'il faut encore qu'on le profile. L'avenue Guimalet, c'est ça, Guimalet, où on a une lampe qui éclaire la rue qui est très haute, qui consomme de mémoire 250 watts, et qui éclaire, et une lampe qui éclaire la contre-allée, qui elle consomme 150 watts. Ce que nous disent les techniciens, c'est qu'en changeant l'éclairage, celle de 150 watts pourra en consommer 30, avec un rendu largement satisfaisant, et celle qui éclaire à la rue, au lieu de 250, elle pourra en consommer 100, ou 120, enfin, bon. Donc, ça, ce sont des choses qu'on va mettre en place. Ces investissements seront pris en compte, les premiers, ceux-ci, par la communauté de communes. En tout cas, c'est l'engagement qui m'a été fait. Et au fur et à mesure, on avancera dans cette réflexion. À savoir que des villes concurrentes, non, des villes amies sur la communauté des communes, ont elles aussi fait cet engagement. Certaines ont baissé jusqu'à 40% la facture d'électricité. 40%. Avec des fois des mesures drastiques, puisqu'ils ont coupé l'électricité, en tout cas l'éclairage public à partir de minuit, dans certains lotissements. Ça n'a pas entraîné de la délinquance, ça n'a pas entraîné des vols, ça a entraîné, bien entendu, ces villes-là l'ont fait en concertation avec la population, en faisant des essais, etc., etc. Je comprends. Je ne veux pas dire non plus ici qu'on va couper, je le précise bien, la lumière dans le lotissement. Voilà. On est sur cette démarche-là, ça me paraît être une démarche sérieuse, parce que les budgets et nos dotations de l'État baissent régulièrement et nous sommes au bout des économies que nous pouvons faire. Je rappelle que nous avons fait 3% d'économies sur la charge, c'est ça, les charges à caractère général sur les budgets. On ne pourra pas, à un moment, on arrivera à la fin et on ne pourra pas aller plus loin. Donc il y a d'autres pistes comme celle-ci et il est important qu'on réagisse là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Vous êtes assez complet. Qu'est-ce qu'on fait pour les lumières qui sont allumées pendant la journée? Alors les lumières... Parce qu'à l'avenue du Puy d'Elmas, avenue de la Fontaine, il y a des lumières qui sont allumées toute la journée peut-être. Oui, alors moi je vais signaler à la communauté des communes. Alors je rappelle comment fonctionne la délégation à la communauté des communes. La compétence, c'est que la communauté de communes a la compétence pour réparer l'éclairage public. Donc c'est sa compétence. Nous n'avons pas ni le matériel ni les personnels pour ça. Et nous avons, nous, la compétence de payer les installations de l'éclairage public. Donc, je l'ai signalé à plusieurs reprises. Je suppose qu'il doit y avoir un défaut de cellule ou une cellule qui se déclenche ou qui ne se déclenche pas pour être un éclairage public. Si ça fonctionne encore, moi je pensais que c'était réglé. Ça, je téléphonerai dès demain de nouveau pour ça. Mais les citoyens peuvent aussi interpeller la communauté de communes en direct. C'est une de leurs compétences, la gestion de l'éclairage public. C'était assez complet, je n'ai pas d'autres demandes. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 4, c'est l'EPIC Office du tourisme, taxe séjour, modification des tarifs. Donc la loi de finances pour 2016 stipule des modifications en termes de planning, puisque les communes doivent dorénavant délibérer sur l'instauration et la modification des tarifs avant le 30 septembre 2016, pour une prise d'effet au 1er janvier 2017. Donc dans le tableau, vous avez les différentes catégories d'hébergement, avec le tarif par personne et par unité. Le Conseil est donc invité à délibérer et à approuver ces modifications qui ont été entérinées par le comité de direction de l'Office du tourisme. Voilà, tout a été dit. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire là-dessus. Nous sommes sur le tarif qui se pratiquait couramment.
et le comité de direction de Fils Tourisme, et je sais pas si je suis, a donné, je pense, l'unanimité par rapport à cet acte. Personne ne veut intervenir. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Ah oui. Vous l'avez précisé, ça oui. C'est un fait dans la loi. Hein. Donc, avant c'était les communes qui décidaient, maintenant c'est dans la loi. Vous l'avez ça aussi en détail sur la note. Décision 5, décision de modification numéro 1, dans la rectory, annexe numéro 3. Je passe la parole à M. le directeur. Donc, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en date du 18 février 2016 et du 14 avril 2016, la commune s'est vue restituer les terrains de la ZAC de la rectory, confiés en 1986 à la CMR, puis à Roussy Aménagement par une convention publique d'aménagement intervenue en 2005. Afin de régulariser la situation, Monsieur le percepteur demande de passer des écritures comptables suivantes. Alors, en fait, il s'agit de la participation liée à la première tranche qui était intégrée dans la convention publique d'aménagement dans l'avenant de 2005 de 316 000 €. Ces 316 000 € ont été réglés à la société il y a plusieurs années. Et le percepteur vous demande de régulariser les écritures et d'éclater ces 316 000 € en deux parties. 272 782,19 €, qui constitue la garantie d'emprunt de la commune, puisque la CMR avait fait faillite, et donc à l'époque, la ville de Bagnous il y a eu une garantie d'emprunt qui était intervenue, et 43 217,81 € concernant les taxes foncières réglées par la ville lorsque la CMR a fait faillite. Donc les deux montants correspondent à 316 000 € qui ont été réglés il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette explication? Donc, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on arrive au bout d'un long processus, d'une longue péripétie qui a commencé dans les années 85, qui s'est mal terminé, malheureusement, pour certains propriétaires qui n'ont pas encore reçu en dation les terrains qu'ils avaient donnés et qui auraient dû leur revenir. On avait beaucoup de mal à intervenir là-dessus. Je rappelle que l'idée était de faire au départ un lotissement à travers une ZAC, société d'aménagement concerté, pour l'aménagement de cette grande zone de la rectory. On pensait que c'était une bonne solution. Ça a été une bonne solution dans un premier temps. Ça l'a été moins par la suite, puisque les aménageurs, la CMR pour ne pas les nommer, ont fait la première et la deuxième tranche qui était les plus faciles à faire. Pardon. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est votre faute. Donc l'accessibilité devant le lieu de Versailles, de votre radeau, modification du plan de financement. Je viens d'en parler. On est sur des montants hors taxe, je vous ai indiqué des montants TTC. Et le Conseil général, je vous le confirme, les 45 000 € qu'on a reçus, l'AIT des départements, c'est fait, plus, quand j'ai dit 60 000 €, c'est parce qu'ils prendront 40 000 € ou autour de 40 000 € leur part pour la réfection de la chaussée, qui sera refaite aussi à l'identique, puisqu'il y aura un plateau traversant à l'identique, dans le même esprit que les travaux du front de mer. C'est aide à l'investissement territorial. Ce sont des subventions que donne le Conseil général. Je voudrais juste rappeler, parce que c'est important quand même. L'année dernière, on a eu, et tant pis si je fais un peu de comment je pourrais dire, que je me congratule tout seul ou avec mon équipe. Mais on a eu l'année dernière presque 580 000 € de subventions. Presque 580 000 €. On a eu, pas tout à fait 580 000 € que je suis allé chercher. Et donc ça fait partie de ça. Et les années avant, d'Haïti, on avait 2 000 €. Et cette année, déjà, on a dépassé, je vous l'ai indiqué, par rapport à ça. Et je remercie toutes les personnes qui m'aident. Et quand j'ai cherché les subventions, je ne fais pas de politique, je me bats pour la vie de Bagnous-sur-Mer. Et les gens le reconnaissent comme tel, puisqu'ils viennent m'aider à ce que la ville puisse continuer à se développer. Donc par rapport à ça, on a un plan de financement qui vous est présenté. Donc, est-ce que vous voulez intervenir? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie.
Le point 10, je vais le faire tout seul, parce que vraiment, c'est un des points pas qui me fait le plus plaisir, mais c'est un des points sur lesquels qui correspond le plus à ce que je ressens. Le point 10, c'est la modification du tableau des effectifs de la commune, créer un poste d'ingénieur territorial. Et je voudrais vous annoncer une nouvelle, moi, qui m'a beaucoup touché et sur laquelle je suis excessivement fier, excessivement content pour la personne qui l'a fait. Notre ami Rémi Rouille, qui est le directeur ou le directeur des services techniques de la ville de Bagnols-sur-Mer, est un garçon que je connais depuis très longtemps. On a pratiquement le même âge, il doit avoir quelques années de moins que moi. Pardon? De moins que moi. Presque le même âge, mais il me le pardonnera, il doit avoir 58 ans ou 50, j'en ai 60 ans. On n'est quand même pas trop bien. Mais ce monsieur, ce jeune homme, cet ami, parce que je le considère comme un ami, est rentré à la commune, il avait 17 ans, en sortant de la 4e. Et il a gravi tous les échelons de la commune, en commençant au plus bas de l'échelle, et à force de travail, à force d'intelligence et de mérite, il a gravi tous les échelons pour être reconnu par les différents maires qui se sont succédés, pour obtenir le titre et le grade et la responsabilité des services techniques, qu'il assure parfaitement. Par contre, il y a 6 mois en arrière, je lui ai dit un souriant parce qu'il m'a dit je vais passer le concours d'ingénieur. Écoute, lui, si on peut t'aider, comment on peut faire, etc. Moi j'étais très content. Et bon, il a travaillé, il a beaucoup travaillé. Il y a plein de choses qu'il sait maintenant qu'il ne savait pas, mais il a appris, il a eu raison. Il a passé son concours et il l'a eu. Et moi je trouve que ce parcours-là, j'en reparlerai au personnel lors des vœux que je prononcerai au personnel, pour moi c'est un exemple et une fierté pour la ville. Bien sûr pour lui, bien sûr pour sa famille, et bien sûr pour tout ce qu'il représente. Voilà. Et donc j'espère que ça sera voté à l'unanimité du conseil municipal. Et je tiens à vous dire que très rapidement, je crois qu'on attend des réponses à la gestion, c'est ça. Voilà. Mais je prendrai l'arrêté pour le nommer à ce grade. Voilà. Commentaire que je voulais en faire. Donc il faut que je passe le vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je suppose que non. Et je vous en remercie. Ensuite, le point 11, c'est relever les décisions MAPA. Donc, vu la délégation qui est accordée à M. le maire par délibération du 15 avril 2014, la MAPA, donc fourniture et installation de mobilier pour une aire de jeu à la société Koala pour un montant de 45 655 € et 40 centimes. Je suppose que vous êtes d'accord. Les personnes qui s'abstiennent. Il n'y a pas de vote. Voilà. Donc, vous avez la liste des droits et préemptions urbains et des déclarations d'aliénés. La commune n'en fait aucune sur la liste qui vous est proposée. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez un bon été. Rendez-vous à la rentrée.